Ça y est, j'ai attaqué l'enregistrement. Je vais redimensionner ma fenêtre. Ok, donc l'intérêt là de ce truc-là, le schéma polynomial d'approximation, polynomial, pourquoi? Parce qu'on veut toujours un algo polynomial. C'est pour ça qu'on a relâché nos exigences sur la solution. On est prêt à avoir une solution approchée, mais le gain qu'on demande, c'est qu'on ait une méthode de calcul qui soit efficace. D'accord? Donc on veut des algorithmes polynomiaux. Et pourquoi schéma d'approximation? C'est parce qu'en fait, c'est pas un seul algo d'approx qu'on va faire, c'est une famille d'algo d'approx. En fait, l'algo d'approximation, il va être paramétré par le ratio d'approximation qu'on va demander à l'algo. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que le ratio d'approximation, on va lui demander d'être aussi proche qu'on le souhaite de 1. Donc, on va le demander d'être 1 plus epsilon, avec epsilon aussi petit qu'on veut. Et pour chaque epsilon, l'algo sera un peu différent, c'est-à-dire que l'algo est paramétré par epsilon, et sa complexité aussi, d'ailleurs, sera différente. Elle dépend de epsilon. Ok. Alors, allons-y. Commençons par remettre dans nos têtes ce qu'est le problème du sac à dos. Dans le problème du sac à dos, vous avez en entrée une collection d'objets qui ont chacun un poids et une valeur. Okay. On vous donne un poids limite total pour le sac à dos. Et ce que vous voulez faire, c'est dans cette contrainte de poids limite, vous voulez emporter une collection d'objets dont la somme des valeurs est maximum. Okay. Donc la sortie, on veut un sous-ensemble S d'objets tel que la somme des poids de ces objets ne dépasse pas notre poids limite, et la somme de leurs valeurs est la maximum possible sous cette contrainte de poids limite. Un petit exemple, on en a déjà fait du coup en TD, vous avez déjà eu un TD là-dessus, mais on va repartir doucement et on va faire un exemple. Donc par exemple, je vous ai préparé un autre exemple. On pourrait prendre encore une collection de 5 objets. Objet 1, objet 2, objet 3, objet 4 et objet 5. On va prendre des valeurs et des poids pour ces objets. L'objet 1, il va avoir une valeur de 11 et un poids de 1. L'objet 2, il a une valeur de 7 et un poids de 4. 18 et 2. 13 et 5. Et 9 et 3. D'accord ? Et on va se donner un poids limite. J'ai choisi un poids limite de 8. Okay. Alors, la question qu'on se pose, c'est, étant donné ce poids limite, c'est quoi la valeur maximum d'une collection d'objets qui reste en deçà de ce poids limite? Donc là, moi, je veux faire maximum 8 de poids. Alors, vous voyez que dans l'exemple, là, j'ai fait en sorte de bien décorréler les valeurs des poids des VI. Fait pas vraiment décorréler, mais vous voyez qu'elles évoluent pas du tout dans le même intervalle de valeurs. Les valeurs sont des valeurs assez importantes, alors que les poids sont des valeurs plus modestes. Donc moi, je veux avoir un poids de maximum de 8 et je me demande quelle est la valeur de maximum que je peux emporter. Donc là, par exemple, je vois que je pourrais emporter ces deux objets, ça fait un poids de 8 et ça me fait une valeur de 22. Je le note ici. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir 8? Je pourrais aussi faire l'objet 5, 2 et ça me fait une valeur de 31 plus 11, ça fait 42. Pas fait exprès. C'est marrant, j'avais marqué que le maximum c'était 38. C'est pas du tout le cas alors. Dis n'importe quoi. Ok. J'ai bien fait les bonnes données de mon problème? Oui. D'accord. Non, mais c'est que j'ai mal calculé. Une autre façon, ça serait de prendre quoi? Pour arriver à 8, qu'est-ce que je peux prendre? Donc là, j'ai dû faire tous les trucs avec 5, hein, où on peut arriver à 8. Soit on prend 5 et 3, soit on prend 5, 2 et 1. Si je prends pas 5, si je prends que 4, je peux prendre 4, 3 et 1. Si je prends 4, 3 et 1, je vais me retrouver avec 11 plus 7, 18,
plus 9, on est à 27. Ok, et si je prends 4, j'ai dit quoi, 4, 3 et 1, j'aurais pu prendre 4, 2 et 1 aussi. Donc 4, 2 et 1, ça me fait quoi? Ça me fait 18 plus 7, 25, ça me fait 36. 36. Et j'aurais pu aussi même prendre peut-être 1, je prends plus le 4. Avec le 4, j'ai fait toutes les solutions maximum qui prennent le 4 ou le 5. Je ne les prends plus. Je prends que 1, 2, 3. Et si je prends 1, 2, 3, je me retrouve avec 20 plus 18. Je me retrouve avec 38, qui était ce que j'avais calculé comme étant l'optimum. Mais c'est pas vrai. L'optimum, c'est ça. Donc la valeur maximum que je peux atteindre, c'est V égale 42. Et c'est en prenant le sac qui est composé de quoi? Avec quoi on l'avait obtenu, ce 42? On avait pris 5, 2, 1, c'est ça? Ouais, 5 de 1, ça fait 8. Donc, je prends objet 1, ok, objet 3 et l'objet 4. Je me retrouve avec un poids du sac qui est de 1 plus 2 plus 5, qui est bien de 8. C'est bon, c'est inférieur à mon W. Et je me retrouve avec une valeur du sac qui est de 11 plus 18 plus 13, on a dit, ça fait 42. Ok. Et donc ça, c'est l'optimum. Donc la réponse au problème, dans ce cas-là, c'est 42. Ok. Et je vous jure, j'ai pas fait exprès. Voilà donc le problème du sac à dos. Ce problème, comme tous les problèmes intéressants, il est difficile. D'accord? Il est NP complet. Donc NP complet, ça veut dire, on a déjà dit plein de fois ce que ça veut dire, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais il y a quand même deux parties. Quand je dis NP complet, là, j'ai pas dit NP difficile. Donc là, je me suis un petit peu mouillé. En l'occurrence, quand on dit l'NP complet, c'est pas le problème de maximisation, c'est le problème de savoir est-ce qu'il existe un sac de valeur supérieure à K. D'accord, c'est les problèmes de décision pour lesquels on parle de problèmes NP complet. Donc là, le problème de décision, ça serait, étant donné l'entrée du problème et un entier K, existe-t-il un sac qui respecte le poids limite et qui a valeur supérieure ou égale à K? D'accord? Donc ça, c'est NP difficile, dans le sens où c'est aussi difficile que tous les autres problèmes NP difficiles. Et si je dis que c'est NP complet, ça veut dire que je suppose carrément que c'est NP. Donc qu'il y a bien une vérification polynomiale, en temps polynomial de ce truc-là. Ça veut dire si je vous donne, je peux vous donner un certificat polynomial, de taille polynomiale, tel que vous pouvez le vérifier en temps polynomial, que il donne bien la réponse positive au problème. Donc là, en l'occurrence, ce serait quoi le certificat? Ben oui, c'est simple, vous donnez une collection d'objets, d'accord? Ça, c'est un espace polynomial, et en temps polynomial, vous faites la somme des valeurs et vous vérifiez que c'est plus grand que K. Donc oui, il y a bien un certificat polynomial pour ce problème, donc il est non seulement NP difficile, mais il est carrément, il est juste NP complet. Donc si vous avez un algo polynomial pour ce problème, vous avez un algo polynomial pour tous les problèmes NP complets. D'accord? C'est la grande question ouverte depuis 50 ans. Est-ce que ça existe ou pas? On ne sait pas y répondre. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont cassés les dents dessus, et il y a un prix d'1 million de dollars à qui répond à la question. Et répondre à la question, on suppose très fortement que c'est y répondre négativement. C'est non, il n'existe pas d'algorithme polynomial pour un seul problème NP complet. Si jamais on y répondait oui, ça serait un truc encore plus merveilleux. Ça voudrait dire que tous ces problèmes qu'on appelle difficiles, finalement, ils ne sont pas si difficiles que ça. Et vous savez, pour la petite histoire, que ça a, il y a des moments dans l'histoire où ça a tremblé ça. Il n'y a pas très très longtemps, enfin pas très très longtemps. En disant, je me sens un peu vieux. Dans les années 2000, il y a un moment donné où les gens ont montré qu'un des problèmes qu'on supposait comme étant la primalité, étant donné un entier, décider s'il est premier ou pas. On supposait que ça c'était difficile. D'ailleurs, toute la crypto était basée là-dessus. Et en fait, il y a des gens qui ont montré, il y a une équipe de chercheurs qui a montré que non, il y avait un algo polynomial pour ce problème. Mais en fait, ce problème, il n'était pas
il n'était pas NP complet, d'accord. Et on supposait qu'il était difficile, mais on ne pouvait pas montrer qu'il était NP complet. Sinon, ça aurait vraiment résolu la question. Mais du coup, ça fait peur à tout le monde. On s'est demandé si on n'allait pas en fait arriver à montrer qu'il y avait un algo polynomial pour un problème NP complet, parce que celui-là, on pensait vraiment que c'était un problème difficile. Alors en l'occurrence, il y a une petite anguille derrière. La crypto s'est pas complètement effondrée, mais a quand même été beaucoup chamboulée par rapport à ça. C'est que en fait, on peut décider en temps polynomial si un nombre est premier ou pas, mais par contre, on peut pas en donner une factorisation. Enfin, en tout cas, on ne sait pas en donner une factorisation en temps polynomial. D'accord ? Oui, en effet, ouais, ils ont bien paniqué. D'ailleurs, c'est tous les trucs pour lesquels les clés se sont augmentées, etc. Alors, en l'occurrence, la taille des clés a augmenté. Bon, elle continue à augmenter périodiquement parce qu'il y a des nouvelles attaques, mais c'était une des raisons. Donc ça, les primalités, c'est ce qui est la base de l'algo RSA qui est encore utilisé aujourd'hui pour la crypto à clé publique. Donc, en fait, c'est pas une si grosse menace parce que vous pouvez juste savoir si l'entier est premier, mais vous pouvez pas en donner une factorisation. Et dans RSA, pour le casser, il faut en donner une factorisation. D'accord ? En l'occurrence, quand on veut tester que des nombres sont premiers, on fait pas ça. On fait pas cet algo polynomial qui est compliqué à comprendre, compliqué à implémenter et pas très efficace en complexité. Ce qu'on fait, c'est des tests probabilistes. Comme quoi, les algos probabilistes, quand même, ça tue tout. Et avec une probabilité très très forte, on peut être sûr à peu près qu'un nombre est premier ou pas. S'il résiste au test de primalité probabiliste, il a 0,99999 d'être premier. Ok. Donc là, ce problème qu'on a, encore une fois, c'est un problème difficile et on va essayer de faire quelque chose du coup pour s'attaquer à cette difficulté. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des algos d'approx. Et comme je vous ai dit en introduction, on va faire mieux qu'un algo d'approx, on va faire la Rolls des algos d'approx, on va faire un schéma polynomial d'approximation. Polynomial, ça, c'est la complexité de l'algo, et schéma, je vous ai dit pourquoi, c'est parce que pour chaque epsilon, aussi petit que vous voulez, on va faire un algo qui a un ratio d'approximation 1 plus epsilon. Donc vous pouvez lui demander de faire 1.01, 1.001, ce que vous voulez. D'accord ? Voilà. Et donc du coup, l'algo est paramétré par epsilon. Le epsilon intervient dans l'algorithme et il intervient aussi dans la complexité de l'algorithme, mais qui a epsilon fixé reste polynomial. Ok, alors regardons comment on peut faire ça. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. En l'occurrence, on a déjà fait la moitié du travail en TD et on va reprendre le résultat qu'on a obtenu en TD. Un petit mot d'abord, peut-être un petit mot supplémentaire sur l'intérêt d'un schéma polynomial d'approximation. Donc, dans les algos d'approx, on a dit on garantit un ratio d'approximation, d'accord ? Rho, un ratio d'approximation. Nous, en général, ce qui nous intéresse quand même, c'est d'arriver à obtenir un ratio d'approximation constant. C'est ça qu'on dit quand on dit un problème est approximable, on veut dire à une constante près. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des algos d'approx qui vous donnent des ratios d'approximation qui sont pas constants, d'accord ? Par exemple, qui vont être log n. Donc, en général, il faut quand même que ce soit un truc qui soit pas trop gros par rapport à n. Parce que si, par exemple, pour un problème difficile, je sais pas moi, le stable max, vous savez, on avait considéré le problème du stable max, trouver un ensemble de sommets dans un graphe qui soit pas du tout relié par des arêtes. Pour le problème du stable max, si vous me faites un ratio d'approximation n, ça m'intéresse pas beaucoup, d'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez qu'à répondre 1 à chaque coup. Un sommet tout seul, c'est bien stable, et c'est toujours dans ratio n du stable max, puisque le stable max ne peut pas dépasser n. Donc des rapports qui soient trop gros comme ça, des ratios d'approximation qui soient trop gros comme ça, c'est pas intéressant. Par contre, si vous arrivez déjà à faire un algo d'approx, où même le ratio est pas constant, mais où il est relativement petit, c'est déjà intéressant. Et il y a des problèmes pour lesquels on ne sait pas faire mieux. Il y a même des problèmes pour lesquels parfois on peut prouver qu'il n'y a pas d'algo d'approx. L'algo d'approx, c'est pas quelque chose qui est garanti d'exister. On peut pas toujours approximer le problème à une constante près. Des fois, on peut pas l'approximer dans une constante. On peut peut-être des fois quand même l'approximer dans des trucs qui ressemblent à log n ou à log carré n ou des choses comme ça. Alors, attends, je vois qu'il y en a un d'entre vous qui m'a écrit. Ok. Alors Jérôme, je te répondrai plus tard sur les histoires de pigeonniers. On regardera ça à la fin du CM.
Ok, donc nous, en général, ce qui nous intéresse de garantir, c'est des algos avec un rapport d'approximation qui soit constant. Et là, on est en train de faire quelque chose d'encore mieux. On est en train de faire un schéma d'approximation. Donc, on va avoir un algo qui aura un rapport d'approximation 2. On va avoir un algo qui aura un rapport d'approximation 1.5. On peut demander à ce qu'il soit même 1.2. Pourquoi pas 1.1? Et c'est pas limité. 1.01, 1.001. On peut demander mieux, 1.0001, etc. Pourquoi ça? Est-ce que ça commence à être vraiment très intéressant? Ça permet de répondre à une problématique pratique qui est que, en pratique, vous êtes souvent prêt dans les problèmes que vous considérez. Vous voulez pas vraiment les résoudre de façon exacte. Vous voulez une bonne solution. Et ce que vous avez, c'est par contre un temps limité pour la calculer. Donc, si c'est des problèmes d'optimisation dans des trucs industriels ou quoi, vous pouvez y passer des journées à calculer. Si c'est des problèmes en temps réel dans une application, d'accord, qui va vous recommander le meilleur produit pour vous, non, il faut que ce soit dans la seconde. Bon, alors, dans la seconde, là, c'est peut-être pas très intéressant d'avoir ce style de truc, mais si c'est des problèmes où on peut se permettre de calculer plus longtemps pour avoir la solution, à ce moment-là, ça commence à devenir intéressant parce que je peux faire du calcul parallèle avec ces histoires de schémas d'approximation. Donc j'ai plusieurs machines. Sur chaque machine, je vais runner une version de l'algo. Je vais faire le run avec un rapport d'approximation 2, le run avec un rapport d'approximation 1.5, parce que l'algo change à chaque fois. L'algo, il faut lui donner le rapport d'approximation que vous voulez obtenir, etc. Et si moi, par exemple, j'estime que je veux avoir la réponse en un mois, ou en un jour, eh ben, ce que je fais, c'est que au bout d'un jour, j'arrête tous ces algos, d'accord? Je me fixe un temps limite, et ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse dans la pratique. Hein. Il y a peu de, les algorithmes ne proposent pas ça. Vous pouvez pas, dans un algorithme, vous pouvez pas lui demander, ok, je te donne tel temps de calcul et vas-y, donne-moi la meilleure qualité de solution que tu peux. Ça, on sait pas faire en fait en algo. Il y a pas de travaux qui vont vraiment dans ces sens-là. Mais là, avec cette histoire de parallélisation, on pourrait, c'est-à-dire vous prenez un temps limite, vous faites en parallèle l'algo sur toutes les machines dont vous disposez, avec différents ratios d'approximation. Au bout du temps limite, vous arrêtez tout et vous regardez le rapport le plus précis pour lequel vous avez obtenu la réponse dans ce temps limite. D'accord? Le plus précis qui a terminé. Okay. Donc comme ça, vous avez un moyen de fixer un temps limite sur le calcul et vous avez une précision sur ce que vous obtenez qui dépend de ce temps que vous avez alloué à ce calcul. Et en l'occurrence, vous savez, si c'est cette machine-là qui a terminé, vous savez quelle est la garantie sur votre solution en plus. Hein. Vous savez votre solution, à quel point elle est bonne. Elle est pas pire que 10% d'erreur. Voilà, dans ce cas-là, si c'est celle-là qui est la meilleure qui a terminé. Oui, il faut avoir des ressources. En l'occurrence, il faut avoir plusieurs machines. Mais vous savez que maintenant, avoir plusieurs machines, c'est quand même facile. Hein. Même moi, à mon niveau, j'ai accès à plein de machines de calcul dans mon labo. Donc, je peux faire calculer sur une dizaine de machines un truc en parallèle. Donc voilà, ça répond à une problématique pratique, à mon avis, qui est très forte et qui est très intéressante. C'est un peu le Graal de ce qu'on voudrait faire en algorithmique pratique, d'accord? En algorithmique pratique, c'est ça qu'on a. On a des contraintes sur le temps qu'on est prêt à passer à un calcul selon le contexte dans lequel on le fait. Et on voudrait avoir la meilleure qualité de solution par rapport à ce temps-là, mais c'est pas grave si on n'a pas la solution exacte. Il vaut mieux avoir une solution que pas en avoir. Ok, donc voilà, on va faire du coup un schéma d'approximation qui permet de faire ça, d'accord? Qui permet de fixer le rapport d'approximation que on va demander à l'algorithme. Alors allons-y. Pour ça, on va se baser sur l'algo qu'on a vu en TD. Donc l'algo qu'on a vu en TD, lui, il résout le problème de façon exacte, pas de façon approchée, d'accord? Donc là, je commence par parler de résoudre le problème de façon exacte. Il le résout de façon exacte, mais il le résout dans un cas particulier où les valeurs sont entières. Notez bien que même dans ce cas-là, le problème reste difficile. Donc les poids peuvent être pas entiers et les valeurs, elles, le sont. C'est des entiers, les valeurs.
Et dans ce cas-là, on a fait dans le TD un algo exact, qui est en fait un algo exponentiel, mais dont on a vu que la complexité avait une expression intéressante sur laquelle il était d'ailleurs pas facile de voir que c'était exponentiel. Elle avait plutôt l'air polynomiale à première vue, et on avait expliqué pourquoi en fait à l'intérieur il y avait quand même caché quelque chose d'exponentiel en fonction de la taille de la donnée. C'était lié à l'encodage des entiers qui représentent les valeurs, c'est qui sont encodés en binaire. Et nous, dans la complexité, on avait la valeur maximum parmi les objets, et la valeur maximum, elle est exponentielle par rapport à son codage en binaire. N est exponentielle de log n. L'entier n se code sur log n bits, mais sa valeur c'est n, et c'était la valeur n qui intervenait dans la complexité. Ok, alors comment est-ce qu'on avait fait ça? Donc l'algo, il résolvait le problème de manière exacte dans une complexité qui était ça. Ben oui, je ne savais même pas que je l'avais dans les slides. Donc c'était m carré fois v étoile avec v étoile max des valeurs entières qui sont données en entrée de l'algo. On avait fait ça, du coup, dans le TD, par une approche basée sur la programmation dynamique. Okay. Donc, programmation dynamique, vous vous rappelez, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un problème intermédiaire qu'on restreint sur une partie de la donnée et on calcule la solution à tous ces problèmes restreints qu'on stocke dans une table et on va piocher dans les tables pour calculer les solutions optimales à des problèmes restreints un peu plus gros. Mais si vous vous rappelez, le problème restreint, c'était aussi le cas là dans notre histoire d'affectation de restaurants sur les autoroutes. En fait, alors non, c'était pas le cas, pardon. Dans l'affectation d'autoroute, il y avait bien un problème restreint, mais c'était exactement le problème qui nous intéressait. Pas dans le problème du sac à dos. Dans le problème du sac à dos, non seulement on le restreint, alors la restriction, c'est que on considère que les objets de 1 à i. C'est ça la restriction, d'accord, du problème. C'est ça qui fait que c'est un problème plus petit. Mais en fait, on a changé le problème. On demande pas on résout pas le problème du sac à dos exactement. On résout un problème qui est vraiment proche du sac à dos, mais qui en fait est le dual. C'est-à-dire que ce qu'on demande, c'est pas qu'on a un poids fixé, c'est qu'on a un objectif de valeur qu'on veut atteindre, et qu'il faut absolument atteindre. Il faut faire une collection d'objets qui est valeur au moins v, et ce qu'on veut, c'est le faire en ayant le poids minimum qui permettent d'atteindre cette valeur-là. D'accord ? Donc c'est vraiment le problème dual. Au lieu de chercher la valeur maximum à poids fixé, je cherche le poids minimum à valeur fixée. Okay, c'est pour ça qu'on dit que c'est le dual. Et qu'est-ce qu'on avait fait avec ça dans les TD ? Je vais pas le refaire, mais on va revoir quand même un petit peu comment ça s'obtenait le résultat. Eh bien, il nous faut une formule de récurrence pour faire de la programmation dynamique sur ce truc-là, sur le problème intermédiaire qu'on a défini, qui est le opt-bar de IV. Et on avait trouvé une formule de récurrence. On avait dit que si V est supérieur à la somme des I-1 premiers objets, d'accord, alors opt de IV s'exprime comme ça. Sinon, s'il n'est pas supérieur, s'il est inférieur, alors opt de IV s'exprime comme ça. Juste pour rappel, le minimum, là, il était dû au fait qu'on avait à choisir entre la solution qui ne prend pas l'objet, la meilleure solution qui ne prend pas l'objet I, contre la meilleure solution qui prend l'objet I. Alors que dans ce cas-là, on est obligé de prendre l'objet I, donc c'est juste la meilleure solution qui prend l'objet I. Ok. Voilà. Donc, en plus, pour obtenir cette expression, on avait discuté selon le fait que l'objet I était le seul ou pas dans la solution optimum. C'est pour ça qu'il y a un max. Le max discute de ça. Est-ce que c'est le seul ou pas? Ok, donc avec notre formule de récurrence, là, on est capable de remplir les tables, comme on l'a vu en TD, et de calculer tous les opt-bars de IV pour ce truc-là. L'algo, ça donne ça, du coup. L'algo, c'est tout bête, c'est appliquer la formule de récurrence. D'accord ? Donc, à calculer pour tous les I, et pour tous les V, alors les V, vous vous rappelez qu'il y a un range de variation qui est de 1 à la somme sur les I premiers objets. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si je joue qu'avec les I premiers objets, je ne peux pas atteindre une valeur supérieure à leur somme. D'accord ? Donc voilà pourquoi V est limité dans sa variation. Donc je fais pour tous les I et pour tous les V, j'applique la formule de récurrence avec la disjonction de K là, sur V. J'applique la formule de récurrence qu'on avait trouvée. Je sors de là, j'ai calculé opt-bar de IV pour tous les I et pour tous les V valides en fonction de ce I.
comment est-ce que je réponds au problème du sac à dos initial, parce que là, j'ai résolu le problème dual pour tous les I et pour tous les V, mais j'ai pas résolu le problème du sac à dos initial. Ben, le problème du sac à dos initial, c'est juste de dire, c'est quoi? Donc là, on a optbar de IV est égal à un certain poids, et nous, notre question, c'est quoi le V maximum tel que optbar de IV reste en dessous du poids limite qu'on s'est fixé au départ dans le problème, d'accord, avec un poids limite W. Donc je regarde parmi tous les optbars de IV, alors c'est pas de I, pardon, c'est de N du coup, ce qui m'intéresse à la fin, c'est que je prends I égale N, j'ai le droit de sélectionner tous les objets, pas seulement les I premiers, et je regarde le V maximum tel que optbar de NV est inférieur au poids limite qu'on nous avait donné. Okay, et comme ça, j'ai résolu le problème du sac à dos à valeur entière de façon exacte, par la programmation dynamique et par un algo dont la complexité est n carré fois la plus grande valeur entière qu'on m'a donnée. Pourquoi n carré? Parce que ça coûte n, et ce truc-là, c'est pas plus grand que n fois v étoile. Quand vous multipliez les deux entre eux, vous vous retrouvez avec du n carré v étoile. Ok, en plus on avait dit, il y a bien sûr une façon d'augmenter un petit peu l'algo là pour retenir de quoi est faite la solution optimale à chaque fois pour optbar de IV. Et du coup, on n'a pas seulement la réponse à notre problème, le V maximum, mais on a aussi un sac qui réalise ce V maximum. D'accord, ça il faut retenir un peu plus d'informations dans l'algo que ce qui est présenté là. Ok, donc la complexité, elle est comme ça. Voilà. Petite donc digression, c'est qu'on avait bien expliqué que cette complexité, attention, elle a l'air polynomiale, on dirait un polynôme ce truc-là, mais elle n'est pas polynomiale parce que ce machin-là ne dépend pas polynomialement de la taille de la donnée. La taille de la donnée, en tout cas pour les valeurs, toutes les valeurs, elles sont codées chacune sur la valeur VI, elle est codée sur log de VI bit. D'accord ? Donc du coup, la taille totale, elle ne peut pas être plus que le nombre d'objets fois le log de la valeur la plus grande. D'accord ? Mais du coup, nous, ici, ça ne dépend pas du log de la valeur la plus grande, ça dépend de la valeur la plus grande. Et on a, malheureusement, V étoile, c'est exponentiel en fonction du log de la valeur la plus grande. Donc là, en fait, qui a l'air polynomial, en fait, c'est exponentiel. D'accord. Ceci dit, il n'en reste pas moins que dans cette complexité-là, okay, on est capable de résoudre de manière exacte le sac à dos lorsque les valeurs sont entières. Eh bien, on va se baser là-dessus pour faire un algo d'approximation et même un schéma d'approximation pour le problème dans le cas général. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Donc là, je reviens du coup au problème général. Je considère que les valeurs sont des réels, comme les points. On va faire ça de la façon suivante. En fait, on va modifier les valeurs qui nous sont données en entrée. On va les modifier de telle sorte que, ce que j'appelle les VI chapeaux, les valeurs modifiées, on va voir comment on les modifie, mais on va les modifier de telle façon qu'elles deviennent entières. En plus de ça, on aura le max là, des valeurs modifiées, il sera en grand O de n. Donc du coup, notre temps de calcul sera polynomial. Je me ramène à des valeurs entières et je le fais d'une telle façon que le temps de calcul va être polynomial. Et la dernière chose qui nous reste à garantir, c'est qu'il faut qu'avec la façon dont on a fait le changement de valeur, en fait, l'optimum qu'on va calculer sur le problème modifié, donc on va obtenir un sac, on va obtenir une collection d'objets, d'accord, sur le problème modifié. En fait, cette collection d'objets-là, elle répond déjà très bien au problème initial. C'est une approximation à un facteur 1 plus epsilon de l'optimum au problème initial. C'est-à-dire d'où il débarque le epsilon il va intervenir là-dedans, d'accord, dans la façon dont on va modifier les valeurs. Et du coup, d'ailleurs, il sera aussi caché là, dans le grand trou. Donc, l'algo d'approx, il fonctionne comme ça. D'abord, on commence par retirer tous les objets dont le poids est trop grand pour qu'on puisse les utiliser. C'est-à-dire tous les objets dont le poids est plus grand que la valeur limite qu'on nous a donnée pour le sac. Ceux-là, on sait qu'on ne les utilisera pas.
donc c'est pas la peine de les garder. D'accord? Vous allez voir, ça a une importance un peu plus tard dans l'analyse, le fait qu'on ait enlevé ces objets. Permettez-moi d'abord d'insister sur un truc, c'est que là, vous avez vu que je ne modifie que les valeurs. Hein. Les poids des objets restent inchangés. Donc, si on a un sac là qui répond à un problème, il répond aussi, il est aussi correct pour le problème initial parce qu'on n'a pas changé les poids. Donc, c'est un sac admissible. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la valeur qu'il réalise, elle est bien ou elle n'est pas bien? Mais en tout cas, c'est un sac admissible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un facteur d'échelle B. Le terme facteur d'échelle, il est pas bon en fait. Je n'aime pas ce terme, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé ça. J'aurais dû dire quelque chose comme pas d'approximation. En fait, vous allez voir, le B, ça va être la précision qu'on va garder sur les valeurs des objets. On va les approximer à B près. Donc c'est mon pas d'approximation, et c'est là-dedans, c'est dans cette approximation que va résider le fait qu'au final, ce que j'obtiens pour le problème initial, c'est une approximation. Donc je vais résoudre de façon exacte le problème où j'ai approximé les valeurs, et la résolution exacte sur les valeurs approximées, ça va me donner une approximation du problème original. Donc on a arrondi toutes les valeurs VI sur le multiple de B, voilà ce qu'on fait, on les arrondit sur le multiple de B qui est juste au-dessus de VI. Cet arrondi, je l'appelle V tilde. Donc V tilde, c'est, alors la formule c'est ça, c'est la partie entière supérieure de VI divisé par B fois B. Mais ça veut dire exactement ça. Ça veut dire que V tilde, c'est le multiple de B qui est juste au-dessus de VI. Si VI est un multiple de B, bon, V tilde est exactement égal à VI. Si VI ne tombe pas sur un multiple de B, je prends le multiple du dessus, pas le multiple d'en dessous. D'accord? Donc VI tilde, c'est ça, c'est égal au multiple de B juste au-dessus de V. Et ça, c'est pas les valeurs modifiées qu'on va utiliser. Nous, les valeurs modifiées, je les ai notées V chapeau. Et V chapeau, on va prendre quoi? On va prendre justement, une fois qu'on s'est ramené sur des multiples de B, on va pouvoir diviser par B. Et on va se retrouver avec des valeurs entières. Donc en fait, je vais garder que cette partie-là. D'accord? Donc mon v chapeau, ça va être ça. Et ça, c'est un entier. Okay? C'est la partie entière supérieure de VI divisé par B. Je suis passé par cet intermédiaire-là qui peut paraître pas très utile, parce qu'en fait, vous allez voir qu'il joue un rôle important dans l'analyse, ce truc. On résout le problème sur les valeurs modifiées. D'accord? Donc les valeurs sont modifiées, mais pas les poids. Les poids, eux, sont intacts, inchangés. D'accord? Seulement les valeurs sont modifiées. On résout le problème sur ce truc-là, vu que maintenant les valeurs sont entières. D'accord? Je résous le problème de façon exacte avec l'algo qu'on a vu en TD. Je résous le problème de façon exacte sur mes valeurs modifiées. Et je ne change pas du tout la réponse. D'accord? J'obtiens un sac, et c'est exactement ce sac-là que je retourne comme solution au problème original, comme solution approximée, et on va montrer qu'elle est approximée. La clé dans tout ça, c'est le choix du facteur d'échelle. Dans le choix du facteur d'échelle, on va le prendre comme ça. Alors, pas facteur d'échelle, c'est le pas d'approximation. On va le prendre, donc il faut qu'il soit petit. Donc justement, nous, on veut obtenir un algo d'approx à un facteur 1 plus epsilon. Le epsilon, il va intervenir dans le pas d'approximation qu'on va prendre. On va prendre un pas d'approximation qui est epsilon sur 2n fois v étoile, la valeur la plus grande dans le problème original. Et on va s'arranger, ça c'est juste pour la praticité dans les expressions, pour que 1 sur epsilon soit entier. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste que v étoile s'exprime sans valeur entière supérieure en fonction de b, de epsilon et de n. Si je prends 1 sur epsilon entier, quand je vais envoyer epsilon de l'autre côté, ce truc-là va se retrouver entier. C'est un détail du coup. Donc on prend B comme ça, on va analyser un petit peu pourquoi est-ce qu'on le prend comme ça. En tout cas, nous, on veut qu'il nous garantisse deux choses. On veut qu'il nous garantisse que la plus grande valeur approximée soit grand O de n, ça c'est pour la complexité polynomiale, qui au départ quand même est exponentielle dans notre truc, si on fait l'algo bêtement. Si on a O de n, alors c'est bon, ça devient polynomial pour la valeur la plus grande. Et on veut aussi qu'il nous garantisse quand même un ratio d'approximation de 1 plus epsilon pour le problème initial. C'est quand même un petit peu le cœur de l'affaire. Alors, là, je vais peut-être quand même faire une petite digression.
pour, pour qu'on soit d'accord bien sur qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire d'approximation de manière un peu plus visuelle. Okay. Donc nous, on nous a donné quoi? On nous a donné des objets. Pardon. On nous a donné des objets. Là, je m'occupe que des valeurs des objets. Okay. Les valeurs des objets, je vais les représenter comme ça par des histogrammes. Il y a des objets de grande valeur, il y a des objets de plus petite valeur, il y en a de moyenne valeur, etc. Moi, j'ai une collection d'objets, comme ça, toutes avec des valeurs différentes. Okay. Qu'est-ce que je fais, en fait, quand je choisis un B, d'accord? B, mon pas d'approximation. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? En fait, ces histogrammes, je les découpe par paquet de B, d'accord? Donc je fais comme ça. Je les découpe et je regarde où tombe le multiple de B. Là, il tombe là, par exemple. Okay. Donc celle-là, je vais la changer et je vais faire maintenant que sa valeur, ça va être ça. Okay. Ça va être le multiple de B. Et je fais ça pour tout le monde. Je change un petit peu, vous voyez là, je change un petit peu la valeur des objets. Toujours en la faisant plus grande. Si ça tombe pile poil, bon, mais ça tombe pile poil. Des fois, ça tombe pile poil, comme là. Okay, lui, je ne change pas sa valeur. Donc, je fais ça pour tous mes objets. Et ça la change plus ou moins, etc. OK. Voilà, donc j'ai changé la valeur de mes objets comme ça, en les faisant tous tomber sur un multiple de B. Okay. Et ensuite, ce que je fais, c'est que comme je vais diviser par B, du coup, je vais me retrouver avec des entiers. Donc là, il y avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois B. Donc lui, il va se retrouver avec une valeur 8. Lui, ça va être une valeur 2. 1, 2, 3. Lui, c'est tombé pile poil d'ailleurs. C'est la même valeur qu'il avait au départ, mais il va avoir valeur 3 parce que je divise par B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7B, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, je me ramène avec mon problème à valeur entière. Ok, c'est ça que je fais, en divisant par B. Pourquoi est-ce que ça a une chance de nous donner, quand je résous le problème de façon exacte là sur ces entiers, donc je l'ai résolu sur une modification du problème original. Pourquoi est-ce que ça a une chance de nous donner quelque chose de bien approximé? Ben, c'est-à-dire que ça va dépendre du B. Au plus je prends mon B petit, au plus l'erreur que je vais faire là sur chaque bâtonnet, elle est petite. D'accord? L'erreur ici, elle est toujours inférieure à B. Celle-là aussi d'erreur, elle est inférieure à B. Donc en fait, quand vous prenez un B très petit, vous avez une erreur qui est toute petite sur chacune des valeurs. Donc on va résoudre le problème de façon exacte sur un truc où en fait on a une petite erreur sur les valeurs, et cette erreur, elle va se reporter, elle va faire que ma résolution exacte dans ce cadre-là, ça va pas être une résolution exacte dans le cadre original avec les vrais bâtonnets, mais presque. D'accord? Et du coup, au plus je prends B petit, au plus mon erreur, elle va être petite, d'accord? Donc au plus B est petit, au plus l'erreur sur le problème original est petite, d'accord? Et nous, je vous rappelle qu'on va prendre B de cette façon-là. On va prendre, donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, l'erreur sur le problème original, on voudrait qu'elle soit inférieure à epsilon, d'accord? Donc nous, on va prendre B qui est epsilon sur 2n fois V étoile. Okay. Donc en fait, ce qu'on va demander, c'est que l'erreur, elle soit petite. Donc le B, la note pas d'approximation, là, qui va nous faire l'erreur. Toutes les erreurs sur les bâtonnets, elles sont inférieures à B. On va demander qu'elle soit petite devant epsilon, et qu'elle soit petite aussi, en fait, c'est pas devant epsilon que ça nous intéresse dans l'absolu, c'est devant epsilon fois la plus grande valeur, d'accord? Donc ça veut dire que
Et en plus, il y a le n. Alors, on va voir comment le n intervient dans l'histoire. C'est parce qu'en fait, le n, c'est facile à expliquer comment il intervient dans l'histoire. C'est-à-dire que nous, on veut que b soit petit, donc on veut qu'il soit de l'ordre de epsilon, qu'on a choisi au départ, là, pour notre ratio d'approx de l'algo, qu'on veut en 1 plus epsilon. Et pourquoi est-ce qu'on met le n? On met un n au dénominateur. Parce qu'en fait, l'erreur, elle va être n fois l'erreur, puisqu'on a n erreurs on a une erreur de b sur chacun des objets. Donc en fait, l'erreur qu'on va avoir au total, ça va pas juste être l'erreur sur un objet, ça va être la somme des erreurs sur tous les objets. Donc voilà pourquoi on le divise par n, parce que comme ça, quand on aura fait n fois l'erreur, elle reviendra à epsilon. Et nous, on veut qu'elle soit petite, devant la réponse optimale au problème, et la réponse optimale au problème, elle est de l'ordre de V étoile. Donc, c'est pas la peine de prendre B petit dans l'absolu, il suffit qu'il soit petit devant V étoile. B est entier et appartient à min VI, max VI. Non, B n'est pas entier. B n'est pas entier et il n'appartient pas à cet intervalle. B, il peut être aussi petit, il est pas entier, pourquoi? Parce que epsilon n'est pas entier, c'est 1 sur epsilon qui est entier. Donc epsilon, typiquement, ça va être 1 sur 1000. D'accord? 1 sur 1000. Donc ça va être 1 sur 1000. Le V étoile, là, il n'est pas entier au départ, donc ça, c'est pas entier. Et là, ça va être un truc divisé par 1000. Et puis ça, c'est un entier. Donc au final, le B, non, il n'est pas entier. Le B, il n'est pas entier et il est très petit. Il est aussi petit qu'on veut. Donc, il peut être beaucoup plus petit que le min DVI. Et en général, il est plus petit que le min DVI. Ici, tu vois, si je veux avoir une bonne approche sur mon problème, peut-être je veux tous les approximer. Donc, je vais prendre peut-être un B qui est très petit devant même le plus petit. En fait, on n'a pas besoin. On a juste besoin de le prendre petit devant le grand. Mais dans l'absolu, quand je vais prendre mon epsilon aussi petit que je veux, le B, il va devenir aussi petit que tu veux. D'accord? Donc il va être beaucoup plus petit même que la plus petite valeur. Il va être petit dans l'absolu. Il va être 1 millième, 1 millionième, etc. Même si ta plus petite valeur, c'est 4,5. Ok? Donc voilà pourquoi ça va marcher en prenant un B comme ça. C'est parce que on le prend petit par rapport à l'objectif de qualité qu'on a, de l'ordre de epsilon, et en fait, on le divise en plus par n pour le rendre encore plus petit, pour que l'erreur reportée sur chaque bâtonnet, quand je vais l'additionner, ça va rester un truc de l'ordre de epsilon. Pourquoi il y a le V étoile? Je vais vous expliquer, c'est parce qu'en fait, on veut pas qu'à la fin, l'erreur, ça soit epsilon. On veut que ça soit 1 plus epsilon par rapport à l'optimal, d'accord? Donc en fait, il faut, nous, que notre erreur, elle soit epsilon fois l'optimal. Et l'optimal, il est au moins égal à la plus grande valeur. Pourquoi? Parce que j'ai viré les objets qui avaient un poids que je ne pouvais pas sélectionner. Donc c'est sûr que l'optimum, il est plus grand que V étoile. Donc si je suis petit devant V étoile, je serai petit devant l'optimum. Ok, on a quasiment tout dit. Donc de façon intuitive, voilà les ingrédients. Voilà ce qui va faire que ça va marcher. Et on va ensuite se concentrer sur les calculs. D'abord, un petit rappel sur du coup à quoi va ressembler notre algo. D'abord, on fixe un epsilon comme on veut. Par exemple, je décide de prendre epsilon très petit, je veux une très bonne approximation, je vais le prendre 1 sur 100 000. Okay. Ensuite, je modifie les valeurs de l'instance, que les valeurs, en fonction de ce epsilon, d'accord, avec mon B. J'applique l'algo exact pour le problème du sac à dos à valeur entière sur cette instance modifiée, où j'ai modifié les valeurs. J'obtiens un sac à dos optimum S pour cette instance modifiée, une collection d'objets. C'est exactement ça que je retourne comme étant la solution au problème original. Et cette solution, du coup, qui est exacte pour le problème que j'ai modifié, elle n'est pas exacte pour le problème original, mais elle est approximée, à cause de toutes les précautions qu'on a prises dans le choix du B pour approximer, pour le problème original. D'accord ? Donc il n'y a pas de traitement entre la sortie de l'algo exact sur le problème modifié et la réponse qu'on donne au problème original. Il n'y a pas de traitement. On donne exactement la même réponse, c'est-à-dire la même collection d'objets qu'on a obtenue sur l'algo modifié. Ok, donc il nous reste à analyser cet algo et à montrer qu'on a bien ce qu'on veut au niveau de l'approximation. Donc on va marquer une petite pause de 5 minutes. Je reviens dans 5 minutes et on fait l'analyse ensemble.
Ok, alors allons-y pour l'analyse. L'analyse, vous allez voir, ça demande un peu de calcul, mais c'est pas incroyable, c'est pas incroyable non plus, hein. Ce qui est important, c'est de bien voir les ingrédients qui font que ça marche. Pour vous, c'est ça qui est important à retenir. On les a déjà dégagés là dans la discussion qu'on a eue juste avant. Alors allons-y. Au niveau de la complexité, qu'est-ce que je dis? Algo de complexité O de n carré V étoile, voilà, qu'on applique sur l'instance modifiée avec la modification, donc avec les valeurs modifiées. Du coup, donc sa complexité, algo, donc je commence par l'analyse de complexité. Après, on fera l'analyse de validité du ratio d'approx. Donc du coup, ça nous fait, la complexité, c'est m carré fois v chapeau étoile, la plus grande valeur des v chapeaux, des valeurs modifiées. Ok. Donc si on prend un J, d'accord, un J qui est un des objets, d'accord, je prends le J qui a le VJ qui réalise la valeur maximale, justement, parmi tous les objets. Donc VJ, c'est l'objet de valeur maximale. J'ai quoi? J'ai V chapeau étoile, c'est quoi? Ben, c'est V chapeau de J, d'accord? C'est le VJ que j'ai modifié. C'est ça la plus grande valeur modifiée que je veux obtenir. Elle est forcément obtenue pour la plus grande valeur de V étoile que je modifie. C'est la plus grande valeur de V étoile qui va me donner la plus grande valeur modifiée. Bon, ça, vu comment on s'y prend pour modifier les valeurs, ça c'est garanti. Du coup, ça sera le V étoile, ça sera exactement le VJ chapeau. Et VJ chapeau, c'est quoi? C'est la partie entière supérieure de VJ divisé par B. Or, VJ, c'est précisément V étoile, donc on se retrouve avec la partie entière de V étoile divisée par B. Mais B, si vous vous rappelez, on l'a choisi comme étant epsilon sur 2n fois V étoile. Donc du coup, quand je fais V étoile divisé par B, je me retrouve avec 2n sur epsilon. Donc c'est la partie entière de 2n sur epsilon. Et pourquoi est-ce que c'est égal à 2n sur epsilon? Uniquement parce que j'ai décidé de prendre 1 sur epsilon entier. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pas important. C'est juste pour pouvoir enlever cette partie entière supérieure dans les expressions. Vraiment pas un truc fondamental. Ok, donc en tout cas, V chapeau étoile, là, le truc qui va intervenir dans notre complexité, c'est 2n sur epsilon. Et bien voilà pourquoi c'est polynomial la complexité. C'est parce qu'à epsilon fixé, donc nous on se fixe un epsilon au départ de l'algo, à epsilon fixé, cette complexité, elle est polynomiale, exactement, de manière totale. Elle s'exprime en grand taux de 1 sur epsilon fois n cube. Et si j'ai fixé epsilon, ben, du coup, c'est un grand taux de n cube. Par contre, au plus je prends un petit, au plus vous voyez que la complexité, en fait, elle va être grande. Mais je la fixe, moi, une fois pour toutes. Donc, pour un epsilon fixé, l'algo est polynomial. Ok, ça, c'est pour la partie complexité. Maintenant, attachons-nous à la partie la plus importante, qui est quand même celle de prouver le ratio d'approximation. Donc, nous, on veut prouver qu'on a un ratio 1 plus epsilon avec cette approche. Comme d'habitude, je vais appeler S étoile le sac à dos optimal au problème initial. D'accord ? Et je vais appeler S la solution qui m'a été retournée par mon algo d'approx. D'accord ? Donc moi, elle m'a retourné un sac à dos S, et l'optimum, en fait, c'était pas S, c'était S étoile. Je veux montrer que S, sa valeur, elle est plus grande que 1 sur epsilon, elle est plus petite que 1 sur plus epsilon. 1 plus epsilon, non, attendez, on veut maximiser, donc elle est plus grande que la valeur optimale. Donc moi, ce que je veux montrer, c'est que la valeur de mon sac à dos, elle est plus grande que la valeur de l'optimum divisé par 1 plus epsilon. Okay, c'est ça qu'on veut montrer. Ok. Remarquez que, comme l'algo qu'on a fait, il résout le problème de manière exacte sur les valeurs modifiées, en fait, il le résout aussi de manière exacte là sur les valeurs tilde, là, les valeurs approchées au départ, sans diviser par B. Pourquoi? Parce qu'entre ces deux valeurs, il y a juste une multiplication par B pour tout le monde, pour toutes les valeurs de tous les sacs. Donc, si vous résolvez de façon exacte un des deux problèmes, ben, vous avez la solution exacte pour l'autre. Il suffit de multiplier par B. D'accord? Il y a vraiment un facteur qui est exactement le même pour toutes les valeurs.
Donc, en particulier, notre algo qui nous a résolu de façon exacte le problème de façon optimale sur les V chapeaux, il le résout aussi sur les V tilde, mais il ne le résout pas sur les V originaux. On a donc pour le sac qui est retourné par l'algo, c'est le mieux. D'accord? C'est le mieux possible sur les V tilde. On vient de dire, on l'a résolu de façon exacte sur les V tilde. Donc le sac qui est retourné par l'algo, il est mieux que le sac qui est la solution optimale sur le problème original. D'accord? Donc là, je suis en train de parler des V tilde. Donc pour les V tilde, la solution retournée par l'algo, c'est le top. Elle est mieux que la solution optimale sur le problème original. D'accord? Donc j'ai la valeur de mon sac retourné par l'algo qui est mieux que la valeur du sac optimal sur le problème original pour les V tilde. Et bien là, justement, c'est là un petit peu l'inégalité clé, qui est que ça me montre en fait que mon problème, ma valeur optimale sur le problème de départ, pardon, la valeur optimale sur le problème de départ, elle ne peut pas être trop bonne. Là, on est dans un problème de maximisation, on est en train de montrer qu'elle est toujours inférieure ou égale à un certain truc. Donc ça, c'est borner la solution optimale. Je vous avais dit que c'est souvent la clé dans ces analyses, que c'est une des clés. Là, on vient de borner la solution optimale. On vient de la borner en fonction de quoi? En fonction d'un truc qu'on sait calculer sur des valeurs approchées. Merci, Andy. Et on va dérouler à partir de ça pour avoir notre 1 plus epsilon. Donc, par définition, là, des VI tilde. Donc, maintenant, je travaille avec les VI tilde. C'est pour ça que je vous en ai parlé au départ. Les VI tilde, c'est le multiple de B juste au-dessus de VI. Donc, c'est supérieur ou égal à VI. C'est égal à VI que VI est lui-même un multiple de B. C'est supérieur ou égal à VI et c'est inférieur ou égal à VI plus B. D'accord? C'est le multiple de B juste au-dessus de VI. Du coup, je vais obtenir les inégalités suivantes là pour ces sommes. Quand je m'intéresse à ça c'est opt, ça, d'accord? Ça c'est exactement la solution optimale au problème original. Je vais essayer de la borner et de montrer que en fonction de nous ce qu'on a obtenu nous, d'accord? Ça c'est opt et ça c'est alg. Ça c'est ce que retourne l'algo. Il retourne ça l'algo. Ok? Et nous on voulait ça. Donc on va voir quelle est la différence entre les deux. Donc je prends opt, je prends la somme sur le sac optimal là, des VI. Donc du coup, comme les VI sont inférieurs aux V tilde, ça me donne que c'est inférieur à la somme des V tilde sur ce même sac. Ok, mais on a dit, nous on a résolu, avec S, on a résolu le problème de manière optimale sur les VI. Donc cette somme-là, là, la somme de n'importe quel sac, elle ne peut pas être mieux que la solution optimale qu'on a calculée. On l'a déjà marqué là. D'accord ? Donc cette somme-là, qui est la somme d'un sac particulier, elle est inférieure à la meilleure somme possible pour les V tilde, que nous on a calculé. Donc ça, c'est inférieur à la meilleure somme possible pour les V tilde. Et on vient de dire, les V tilde, ils sont inférieurs à VI plus B. Donc là, je retourne à mes valeurs initiales, et du coup, j'obtiens que c'est inférieur, vu que dans S, il n'y a toujours pas plus de n objets, quand je somme le B cardinal de S fois, ben, je sais que c'est inférieur à NB. Donc je me retrouve avec NB et la somme de sacs qu'on a calculé sur les VI. Et ça, c'est précisément ce qu'on retourne dans notre algo. Donc nous, en fait, on voudrait montrer que opt est inférieur à 1 plus epsilon fois ce que retourne l'algo. D'accord? Et on est en train un petit peu d'aller vers ça. En fait, pour l'instant, on a montré que opt, il est inférieur à NB plus ce que retourne l'algo. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on veut montrer que NB, c'est un petit peu un epsilon par rapport à l'algo. D'accord? Donc, nous, on voudrait montrer que NB est négligeable devant ce que retourne l'algo, que c'est epsilon fois ce que retourne l'algo. D'accord? C'est un peu notre nouveau but maintenant. Montrer que NB est petit. Parce qu'on a montré que la différence entre l'opt et ce qu'on retourne, c'est NB. Et voilà pourquoi dans notre B, on a divisé par n. On a pris epsilon divisé par n. Parce que vous voyez que c'est là qu'on s'aperçoit que l'erreur, on l'a fait n fois. On l'a fait sur tous les bâtonnets, l'erreur. L'erreur, elle est là, l'erreur d'approx, avec le B. Donc on l'a fait sur tous les objets. Et du coup, l'erreur totale qu'on fait, c'est NB, c'est pas B. Ok, donc battons-nous maintenant pour essayer de montrer que NB, c'est plus petit que epsilon fois l'algo. Ok, ça paraphrase ce que je viens de dire. Ça diffère d'O plus NB, ce qui nous intéresse, le opt et l'algo.
Et du coup, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que NB est petit devant l'algo. D'accord? Donc, je refais encore une fois. Ça, c'est l'opt. Ça, c'est ce que retourne l'algo. Du coup, nous, ce qu'on veut, elle diffère de NB. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est montrer que NB est petit devant ce qui est retourné par l'algo. Alors, allons-y. Faisons l'analyse de la grandeur de NB. Donc, je reprends la définition de J qui disait l'objet numéro J, c'est celui de plus grande valeur dans le problème initial. D'accord? Je me retrouve donc avec la définition de B. Rappelez-vous que B, on l'a défini justement par rapport à ce là. Il était défini comme ça. Du coup, je me retrouve avec VJ, c'est 2NB sur epsilon. OK. Et VJ est égal du coup à VJ tilde, puisque ce machin, vu que j'ai pris un sur epsilon entier, est entier. Donc j'ai exactement VJ est égal à VJ tilde. Il n'y a pas d'approximation sur le plus grand objet en fait. Hein. Il tombe pile poil sur un multiple de B parce que j'ai choisi B pour que ça tombe sur un multiple. Pour lui. Comme dans mon sac là, comme dans le problème initial, j'ai enlevé tous les objets qui étaient de poids trop grand pour être sélectionnés dans un sac à dos de poids limite W, grand W. Du coup, tous mes objets, ils ont un poids limite qui est inférieur à grand W. Donc n'importe quel objet est admissible, d'accord? Donc moi, quand j'ai calculé la solution par mon algo, la solution optimale au problème avec les V-tildes, on a dit qu'on avait fait ça, parce que les V-chapeaux et les V-tildes, c'est pareil en termes d'optimum, il y a juste un facteur B entre les deux. Quand j'ai calculé la solution optimale, c'est sûr qu'elle est plus grande que V-tilde J, parce que j'ai toujours le choix de faire un sac à dos qui contient que VJ, qui contient que l'objet J, parce que l'objet J, il a un poids qui est admissible. D'accord? Il n'est pas plus grand que le poids limite du sac à dos. Donc du coup, je me retrouve avec ma solution optimale que j'ai calculée sur les V tilde, elle est au moins aussi grande que VJ tilde. Et VJ tilde, on vient de dire que c'était ça. Ah ben là, on se rapproche du but là. D'accord? On se rapproche du but parce qu'en fait, on a déjà montré que NB, c'était du coup inférieur à epsilon sur 2 fois la somme des VI tilde. Ok? Et nous, on veut montrer que NB est petit devant, pas les VI tilde, mais les VI. Donc, il n'y a plus qu'un truc à gérer, c'est que les VI tilde, c'est pas tout à fait les VI. Moi, je voudrais que c'est petit devant la somme pour I appartenant à S des VI. Mais les VI tilde et les VI, il n'y a pas beaucoup de différence. On a juste approximé au multiple de B près, et on a pris B très petit. Alors, allons-y. Donc, on a, du coup, on s'intéresse à la différence entre les VI et les VI tilde. Et du coup, la différence, ben, elle peut pas être plus de NB, d'accord? Pourquoi? Parce que la différence entre VI tilde et VI, c'est au plus B, d'accord? VI est plus grand que VI tilde moins B. Donc, quand je somme sur tous les objets du sac, je retrouve un moins NB. Eh bien, encore une fois, je me retrouve, j'ai presque fait ce que je voulais, parce que j'ai montré là que mon truc NB était petit devant VI tilde. Moi, je voulais montrer que c'était petit sans les tildes. Et VI tilde, j'ai montré que c'était un petit peu comme VI à NB près. Mais NB, je suis en train de montrer que c'est petit. Donc, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Je finis le calcul de façon formelle. Donc, on a la somme sur I appartenant à S. Vous m'arrêtez s'il y a une inégalité que vous ne comprenez pas. Hein. Il y en a une. Celle-là, vous l'avez comprise, l'inégalité, c'est bon. Ça vient du fait que VI est supérieur ou égal à VI tilde moins B. Et parce que j'ai pris pour VI tilde le multiple de B juste au-dessus de VI. Donc, on se retrouve avec la somme des VI qui est supérieure à quoi? Qui est supérieur à quoi? Alors là, j'y suis paumé. Moins NB, ok, je retrouve là. Et les VI tilde chapeau. Pourquoi c'est 2 sur epsilon? Ah oui, d'accord. Ils sont là. Ok. Ils sont là. On a la somme des VI tilde, c'est 2 sur epsilon NB. D'accord? C'est plus grand que 2 sur epsilon NB. Donc ce truc-là, c'est plus grand que 2 sur epsilon NB. On l'a montré juste au-dessus. Donc je me retrouve avec mon 2 sur epsilon NB moins NB. Ok. Donc la somme des VI, c'est plus grand que 2 sur epsilon moins 1, facteur de NB. Quand je renverse ça, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec mon NB, dont je cherche depuis le début à expliquer qu'il était petit devant cette somme-là. Ben ça y est, on y arrive. On a NB qui est inférieur à l'inverse de ce machin-là.
fois la somme des VI. Okay. Et si je prends epsilon inférieur à 1, alors je vais carrément pouvoir majorer ce truc-là par epsilon. Alors allons-y, je le fais. 1 sur 2 sur epsilon moins 1, c'est égal à quoi? Je vais multiplier par epsilon. Donc je vais me retrouver avec epsilon en haut sur 2 moins epsilon. Okay. Et 2 moins epsilon, si je prends epsilon plus grand que 1, 2 moins epsilon, ça devient... si je prends epsilon plus petit que 1, c'est le cas, d'accord, je peux des epsilon très petits. Si je prends epsilon plus petit que 1, 2 moins epsilon, c'est plus grand que 1. Donc si ça c'est plus grand que 1, c'est que tout ça... Et donc je me retrouve avec NB qui est plus petit que epsilon fois la somme des VI. C'était ce que je voulais au départ. Pourquoi? Parce qu'on avait montré ça. On avait montré cette somme-là sur le sac à dos optimal des VI, elle est inférieure à le truc retourné par l'algo, donc opt était inférieur au truc retourné par l'algo plus NB. Et là, je viens de montrer qu'NB, c'était epsilon du truc retourné par l'algo. D'accord? Donc, je me retrouve bien avec opt est inférieur ou égal à 1 plus epsilon fois l'algo. Et ça veut dire que opt sur algo est toujours inférieur ou égal à 1 plus epsilon. C'est ma définition du rapport d'approximation 1 plus epsilon. Vu le peu de réactions que j'ai dans le chat, j'ai l'impression de vous avoir perdu. En conclusion, on a vraiment montré le ratio d'approche de cet algorithme. C'est bien 1 plus epsilon. Un petit peu perdu, ouais. Ouais, parce que les calculs, là, bon, il y a deux niveaux de lecture des calculs. Il y a le niveau intuitif dont on a parlé au début, de pourquoi il faut prendre B comme ça, c'est-à-dire quel est le rôle de epsilon au numérateur, quel est le rôle de n au dénominateur, c'est parce qu'il y a n objets, etc. Et qu'on veut être petit au final devant, pas petit dans l'absolu, on veut être petit devant la meilleure solution, et la meilleure solution elle est plus grande que V étoile. Voilà la rationalité de choisir B comme ça. Ensuite, dans les calculs, on sent, quand on choisit comme ça, on sent que ça devrait marcher. Après, il faut faire dans les calculs, il faut se battre pour montrer que tout est en effet majorable et tout est petit comme on veut. Notre optimum par rapport à notre algo. Donc, il y a plusieurs étapes. En plus, là, il y a vraiment une indirection parce qu'à chaque fois, il y a l'approximation qui intervient. L'approximation qu'on a fait sur les B, elle intervient deux fois. Elle intervient au départ et après, elle se retrouve parce qu'on retrouve encore la différence exprimée en fonction de l'approximation. La différence entre les VI tilde et les VI. Elle obtient elle intervient entre le S et le S étoile et après, elle intervient là-dedans. Bon. Est-ce que vous voulez que je reprenne? Je peux reprendre. Il nous reste encore un peu de temps et j'ai quasiment fini. À part une idée géniale dont je vais vous parler. Moi, mon idée, c'est que c'est pas forcément utile de reprendre. Ce qu'il faut, c'est les refaire à tête reposée. Mais j'aimerais bien quand même que vous ayez compris la justification de chaque inégalité. Donc, s'il y a des inégalités qui vous paraissent obscures, je peux les reprendre. On laisse comme ça. On va dire qu'on s'est cramé les neurones, c'est bien normal, après 2 heures, 3 quarts de cours. En soi, c'est record, donc je pense qu'on pourra repasser sur les explications. Oui, c'est enregistré, donc vous pouvez repasser sur les explications, en espérant qu'elles aient été claires. Ok, ça marche. Du coup, voilà. Bon, on a réussi, en bataillant, par l'analyse, à montrer qu'il faisait bien un rapport d'approximation 1 plus epsilon. Donc l'idée générale qu'il faut retenir, et on peut partir juste avec cette idée, c'est que en faisant une approximation sur la valeur de chaque objet, comme ça, une approximation contrôlée, là par un B qu'on choisit, on le prend assez petit, pour faire une petite erreur sur chaque valeur. En faisant ça, l'intérêt c'est qu'on se ramène à un problème à valeur entière qu'on sait résoudre de façon exacte. On prend la solution exacte sur ce problème où on a approximé les valeurs, et comme on les a
approximer avec une petite erreur, ça nous donne une petite erreur sur le problème original et ça nous garantit un rapport d'approximation qui est 1 plus epsilon. Voilà. Ok, alors du coup, je vais finir de vous embrouiller par mon dernier slide. Mon dernier slide, j'ai une idée révolutionnaire. Je l'ai eu hier soir, il faut absolument que je vous en parle. Regardez cette idée géniale. On vient de faire un algo polynomial exact pour le sac à dos à valeur entière, en fait. Moi, je pense qu'on a fait ça. Et comme ce problème, je vous dis qu'il est NP complet, même sur le sac à dos à valeur entière, le problème, il reste NP complet. D'accord? Il est NP complet. Vu que nous, on vient de faire un algo polynomial exact, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne dis pas qu'on l'a fait déjà, mais j'ai une idée pour le faire. Je pense qu'avec ce qu'on a fait, on a un algo polynomial exact pour ce problème-là qui est NP complet. Du coup, on a résolu la question P égale NP, qui est en suspension. Je pense qu'on l'a résolu dans ce cours, et du coup, on va gagner $1 million, parce qu'il y a un prix par l'Association internationale de mathématiques. Donc, si ça vous intéresse, je vous en parle et on partage les gains. Si ça vous intéresse pas, ben, je garde le million. C'est pas aujourd'hui première. Oui, on partage, Jérôme. On partage si vous écoutez l'explication jusqu'au bout. Donc, pourquoi je pense qu'on a fait un algo polynomial exact? Regardez, parce qu'en fait, quand je considère le problème à valeur entière, l'optimum, du coup, la valeur optimum d'un sac à dos, aussi, elle est entière, puisqu'elle n'est que la somme des valeurs des objets. Donc, la valeur, l'optimum qu'on cherche, il est entier. Mais nous, on est capable de l'approximer aussi proche qu'on veut, avec un facteur 1 plus epsilon, fois l'optimal. Mais j'ai qu'à prendre epsilon assez petit, très petit devant l'optimal, pour que le epsilon fois l'optimal, il devienne strictement inférieur à 1. S'il devient strictement inférieur à 1, comme mes valeurs sont entières, c'est qu'en fait, le truc garanti là d'approximation, donc moi je vais avoir opt plus epsilon opt. Si je m'arrange pour que epsilon opt soit plus petit que 1, ça veut dire que l'erreur que je fais, que c'est moins que 1, mais sur une erreur de moins de 1 sur un problème entier, c'est que je l'ai résolu de façon exacte. Et voilà. Et donc si je prends epsilon assez petit, donc je remets pour que epsilon opt soit plus petit strictement que 1, comme je l'approxime un truc entier à epsilon opt près, qui est plus petit que 1, ben j'ai trouvé la solution exacte. Et on vient de dire que notre schéma d'approximation, là, quand j'ai fixé mon epsilon, il est polynomial. L'algo est en temps polynomial. Donc en fait, on l'a résolu de façon exacte. Donc on est riche. Donc je ne sais pas lequel d'entre nous va écrire à l'Association internationale de mathématiques. Je pense que c'est mieux si c'est un de vous. Ouais, la question c'est où est le piège, Alexis, en effet. Le piège, si vous avez le nez, un petit peu d'expérience avec ces trucs-là, c'est assez clair qu'on a tourné autour d'un truc qui est dangereux, toujours, en mathématiques, avec les analyses asymptotiques. C'est que on fait de l'analyse asymptotique en ayant... Alors, je vais lire ce que vous me proposez. Et non, dans tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant, tout est vrai, sauf ce dernier raisonnement. Donc il y a bien une anguille. En fait, en maths, elle est un peu classique, cette anguille, mais souvent on s'y prend les pieds dedans et on tombe aussi sous la roche. Ouais, c'est le epsilon. Qu'est-ce qu'il y a avec le epsilon qui est bizarre? Il y a un truc qui est dangereux. Alors, tu dis quand on dit E assez petit, en fait, c'est E infiniment petit. Il y a une idée comme ça, Gaël, ouais. Ouais, pas infiniment, mais en effet, il y a un problème sur la taille du epsilon. Le problème, là où on peut se douter qu'il va y avoir un souci et qu'il faut faire très attention à ce qu'on raconte, c'est que les analyses que je vous ai proposées, elles sont vraies à epsilon fixé. Mais en fait,
on s'autorise à faire varier la façon dont on fixe epsilon. Et là, il y a un truc qui est pas clair. Il est fixé ou alors il varie. Donc, en fait, si tout ce qu'on fait, là, les histoires de temps polynomial, c'est quand epsilon est fixé, le temps est polynomial. Mais quand je commence à faire bouger epsilon, le temps, il dépend de epsilon, en fait. Il dépend polynomialement, mais il dépend de epsilon. Et epsilon, lui, ben, en fait, c'est pas clair comment il dépend de ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de epsilon opt est strictement inférieur à 1. Et en fait, là où il y a anguille sous roche, c'est que pour avoir ça, il faut prendre epsilon tellement petit, exponentiellement petit, en fait. Donc l'histoire, c'est que nous, il nous faut fixer epsilon qui soit pas seulement bon pour une instance. Il nous faut fixer epsilon pour chaque instance. Donc en fonction de l'instance qui nous est donnée, il nous faut fixer epsilon pour avoir toujours ce truc de epsilon opt est plus grand que 1. Et l'opt, il dépend de l'instance, ok? Donc en fait, il faut fixer de manière différente pour chaque instance. Donc en fait, il n'est plus vraiment fixé. Il est fixé de manière différente pour chaque instance. Au départ, l'algo, c'est pas ça. C'est on le fixe et puis on traite toutes les instances avec ce epsilon. Donc là, c'est là qu'est le danger. Et en l'occurrence, ça se passe mal. Et heureusement, ça pouvait pas ne bien se passer. Ça se passe mal parce que quand l'instance devient de plus en plus grande, c'est-à-dire que opt peut prendre des valeurs de plus en plus grandes, il faut prendre epsilon de plus en plus petit. Notre complexité, elle dépend de 1 sur epsilon, et en fait, epsilon, il faut le prendre petit, de sorte que 1 sur epsilon, il croît exponentiellement avec la taille du opt, d'accord? Donc, pour rappel, la complexité, c'est 1 sur epsilon n cube. Si là, vraiment, alors là, quand je dis ces grands taux de 1 sur epsilon n cube, là, toutes les constantes qui sont cachées dans les grands taux, c'est des vraies constantes. Elles dépendent de rien, ni de epsilon, ni de n, ni de rien du tout. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est la vraie expression de la complexité. Et la blague, c'est que quand je fixe epsilon, pour que ça marche, là, pour avoir mon epsilon opt qui est plus petit que 1, je vais devoir avoir 1 sur epsilon, en fait, qui devient grand de manière exponentielle par rapport à la taille de la donnée. Ça, en fait, c'est assez simple. Hein. C'est assez simple à choisir un epsilon. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est que epsilon opt soit petit. Donc, il faut prendre epsilon très petit. Mais opt, il ne peut pas être plus grand que quoi? Il ne peut pas être plus grand, trivialement, que n fois v étoile. Ok? Donc, j'ai qu'à prendre epsilon très petit devant 1 sur n v étoile. D'accord? Je prends 1 sur 2 fois n v étoile, par exemple, ou 1 sur 10 fois n v étoile. D'accord? Donc du coup, mon 1 sur epsilon, du coup, ça me dit, mon 1 sur epsilon, il va être grand comment? Ben, lui, il va être plus grand que n fois v étoile. Et ben voilà, on retrouve exactement la même blague qu'on avait dit dans l'algo pseudo-polynomial. C'est qu'en fait, du coup, ma complexité, elle va s'exprimer peut-être en fonction de n4 v étoile. D'accord? Et le V étoile, c'est lui qui est exponentiel en fonction de la taille de la donnée. Exponentiel. Donc il est exponentiel en fonction de la taille de la donnée. C'est exactement la même blague que dans que pourquoi l'algo pour les valeurs entières, l'algo n'est pas exactement polynomial. C'est parce qu'en fait ce truc-là est exponentiel. Remboursé, vous n'avez rien payé. Vous pouvez aller voir à l'université, voir s'ils peuvent vous rembourser une partie des frais d'inscription, vous expliquer ce que vous avez subi en cours, et peut-être ils vous font une petite ristourne. Voilà, donc en fait, caché là-dedans, il y a ça. Donc retenez que le danger, en fait, c'est epsilon, il est fixé ou il n'est pas fixé. Epsilon fixé ou varie, c'est pas la même chose, ça. Hein. Donc là, il faut être clair sur ce qu'on fait. Si on commence à faire varier un truc qui est fixé, danger. Ok, bon, on n'aura pas gagné 1 million, mais j'espère que vous aurez appris quelques trucs aujourd'hui. Donc ça, c'est au programme de la semaine prochaine, pas ces subtilités bien sûr, mais réviser ce cours-là pour le prochain test de CC. Voilà, je crois que j'ai plus rien à vous dire. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôt la séance? Ouais, c'est dommage pour la médaille FIS, ouais. Bon, la médaille FIS, on n'aurait pas pu la partager.
Il aurait fallu que ce soit un de nous qui l'endosse. Mais 1 million, bah, vous êtes trop nombreux aussi, c'est ça le problème. Parce qu'1 million divisé par 150, bon, ça fait une belle somme, mais c'est pas, hein, ça fait pas rêver comme 1 million, quoi.